Dieu nous a fait grâce à d'un nouveau jour et nous sommes très ravis d'être avec vous pour l'émission Bonjour le Faso sur Savane TV. Merci chers téléspectateurs de nous renouveler votre fidélité. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui et cette semaine, nous nous intéressons au Kokodonda. Depuis la semaine dernière, nous parlons de ce vieux tissu bobolais qui est maintenant valorisé. Et justement, à travers la valorisation, ce Kokodonda et surtout la labellisation, ce pagne apporte beaucoup économiquement au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une dame qui justement fait du Kokodonda son métier. Et d'ailleurs, c'est une entreprise familiale de commercialisation et de fabrication du Kokodonda que nous allons vous présenter dans la rubrique à la découverte d'eux à travers l'interview que nous allons vous proposer. Aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Bébé Kodio Kambo qui va partager des informations avec nous. Nos invités du jour ont un plaidoyer qui vise à soutenir les orphelins des FDS et VDP tombés donc sur les champs de bataille en luttant contre le terrorisme. Nous allons en parler tout à l'heure avec M. Martial Rigobert Tiendrebugo. Il est le président de l'association Burkimbi Solidarité et Partage. Il ne sera pas seul, il sera accompagné avec M. Hector Ardan Ouedraogo qui est le président de l'International des parents d'élèves du Burkina. Dans un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo, nous nous intéressons à la rentrée administrative. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous partons tout de suite et maintenant pour à la découverte d'eux. Dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous nous intéressons à l'apport économique du Kokodonda dans justement l'économie du Burkina Faso. Alors, le pagne Kokodonda est aujourd'hui très prisé par les Burkinabés qui le portent avec fierté, ce qui entraîne naturellement une hausse du nombre de pagnes à confectionner par les fabricants. Ce pagne inspire aussi les stylistes et créateurs burkinabés qui habillent les célébrités avec les tenues Kokodonda. Aussi, les événements de mode valorisant ce pagne se multiplient. L'un dans l'autre, la production et la commercialisation du Kokodonda contribuent à l'essor de l'économie du pays. De la teinturière au styliste, en passant par la vendeuse du Kokodonda, chacun trouve son compte et se fait du bénéfice. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Madame Minata Sissé. Rappelons qu'elle confectionne ce pagne depuis son jeune âge à Bobo du Lasso et lorsqu'elle arrive à Ouagadougou, elle va en faire son métier. Elle va commencer à confectionner toujours donc ce pagne et le revendre au niveau de nos marchés. Pour elle, ça ne marchait pas au début et ses potentiels clients étaient notamment des vieux, donc des vieilles personnes ou encore quand on achetait le pain, c'était pour justement aller donner au village, c'est ce qu'on lui disait. Et puis bien sûr, au fur et à mesure, elle a ouvert sa boutique au niveau donc du grand marché de Ouagadougou, mais il s'agissait plus d'exposer d'autres pailles et avoir à côté aussi le Kokodonda. Alors, tout va changer pour elle quand elle fait la rencontre de Bazemse, parce que Bazemse rencontre donc la boutique et ce pagne Kokodonda, il décide d'en faire vraiment des créations et puis ensemble, Madame Sissé et Bazemse vont confectionner d'autres motifs du Kokodonda. Petit à petit, les choses vont aller mieux pour elle. Et puis aujourd'hui, elle emploie une dizaine de personnes dans son entreprise. Et sa famille, c'est vraiment devenu une famille, une entreprise familiale, puisque elle confectionne à la maison, elle commercialise dans des boutiques au grand marché et bien sûr dans la ville de Ouagadougou. Nous avons cherché à rencontrer cette dame-là, chez qui Bazemse a vu pour la première fois le pain Kokodonda et qui justement a décidé donc de travailler sur ce pain. Rappelons que c'est en collaboration avec Madame Sissé et Bazemse, donc leur collaboration qui va donner le nom Kokodonda. C'est ensemble qu'ils ont trouvé ce nom donc Kokodonda au pain actuel. Nous allons vous proposer de l'écouter parce que Abdoulaye Kinda est allé à sa rencontre, a recherché cette femme-là et nous propose aujourd'hui son interview. C'est parti. C'est Madame Sissé, née Fofana Menata. Elle a teinté Kokodonda. J'ai commencé à faire des pains. En ce temps même, je n'étais pas encore mariée. J'étais avec ma grande sœur à Boubou. C'est là-bas que ma grande sœur faisait. Moi aussi, je faisais avec ma grande sœur un peu, jusqu'à ce que je suis mariée. Ah, c'était pas facile en tout cas. Je faisais ça, et puis je porte
Je tourne au marché, Gouin, Padoua, tous les petits marchés là. Je tournais là-bas pour vendre un peu. Ça ne sort pas comme ça, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à faire un peu. Les gens payent, mais ce n'était pas comme ça. C'était les vieilles seulement. Les jeunes là, c'était les vieilles qui payaient ça un peu seulement. D'autres payent que c'est couverture, d'autres payent que je vais aller donner au village. Voilà. C'était comme ça. Comment vous avez rencontré Bazemse? Bazemse est venu au grand marché, parce que je suis au grand marché de Ouaha à Rodogo. Il est venu là-bas un jour, moi-même je n'étais pas là. C'était ma fille qui était là. Elle a pris 2 pagnes avec ma fille. Et puis elle a laissé son carte. Que si sa maman vient, je n'ai qu'à l'appeler. Quand je suis venu aussi, ma fille m'a donné, et puis je l'ai appelé. Il est venu. Et bon, que comme ça ne marche plus là. Lui veut faire que les gens là puissent rentrer dans ça, et puis ça va marcher un peu. Comme il n'y a pas de travail, les gens là sont là. Je dis, ok, comment tu vas faire? Que lui, il est couturier. Il a allé pour un chemise venir me montrer. Et puis elle a pris encore à mener. Bon, un jour, il est venu, qu'on n'a qu'à donner un nom. Elle est venue avec un journaliste. Mais à ce moment, vous l'appelez comment, le père là? On l'appelait Tcheti Barra, Soromangele, Galafani, Engli. Bon, il y avait le nom beaucoup. Le nom était beaucoup. Et puis il a dit qu'on n'a qu'à changer le nom. Que c'est le nom là. Tcheti Barra, Soromangele. Si on met le nom là, toujours, que ce sera la même chose, ça ne va pas prendre. Bon, le jour qu'on veut donner le nom, là, elle a amené un journaliste. Mais on a pris du temps pour avoir Koko Donda. Donc, on a cherché le nom. C'est moi-même qui dis que comme Bobo là, on vend ça beaucoup. Et puis c'est la rentrée de Koko Donda. Nos parents là sont assis là-bas. Donc on va donner le nom Koko Donda. Le nom est venu comme ça. Donc, nous, ils se sont dit que bon, on va prendre le nom là, Koko Donda. Le nom est venu comme ça. Comme les Bazemse fait défiler du monde, faire publicité, les gens là ont commencé à venir un peu. Ils viennent avec leurs portables, que je veux cette pagne là. Ils ont vu ça, que c'est un monsieur qui vend ça. Ils ont fait que c'est Bazemse. J'ai dit que c'est moi qui ai fait. C'est commencé comme ça un peu. Et puis les gens là sont rentrés. Voilà. Puis c'est parti un peu. Aujourd'hui j'ai des clients qui viennent. J'ai des clients même pour Mali, Abidjan. Bon, les gens, en tout cas, même ici, il y a d'autres couturiers même qui sont rentrés déjà. C'est pas Bazemse seulement qui fait ça. C'est ça même qui dit que lui veut. Comme ça, aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Nous-mêmes, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de gens même qui ont pris le marché, même maintenant nous laisser. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça maintenant, partout. Sinon, à Bobo là, c'était tombé. Et même ils avaient laissé. Depuis que Bazemse a commencé ça, donc c'est devenu, en tout cas aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Dana, est-ce que vous avez appris que le paille Koko Donda a été labellisé? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette labellisation? En tout cas, moi-même j'étais là-bas. C'était une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'on voulait. Parce que quand Bazemse a commencé ça, il y a des gens qui ont s'élevé, qui prennent aller fabriquer ça en Chine, à Mini. Donc, à cause de ça, pour nous, là, le marché était baissé. Si tu fais sortir un modèle aujourd'hui, 2 semaines, 1 mois, tu vas voir que Chine a amené.
Donc les gens voulaient comparer. Chine avait pour nous là, comme c'est même chose, et pourtant c'est pas même chose. C'est pas même chose. Bon, depuis qu'ils ont fait ça, en tout cas, nous on est contents. On sait maintenant que les gens qui prennent pour aller faire au Chine, et aussi, ils vont diminuer. En tout cas, aujourd'hui, on a problème des tissus. Plus de tissus là, c'est devenu compliqué, c'est cher. Teinture là aussi, ça aussi c'est devenu cher, tout est augmenté. Tout est augmenté. Donc, obligé, nous aussi on a augmenté un peu le prix. Sinon, on ne s'en sort pas. Sébastien Bazembo, toujours, on va la saluer. Grâce à lui, que Koko Donda est devenu comme ça. Il y a beaucoup de gens même qui ne savaient pas que c'est Bazembo qui a fait, ou bien c'est Madame Cissé. Non, non, les gens croient que c'est les gens du Bobo. Les gens du Bobo, même, eux-mêmes, ils ne savent pas. Le nom là, ça vient d'où? Et ils croient que c'est ce jeu seulement. Pourtant, ce n'est pas commencé là-bas, c'est commencé ici. C'est moi avec Bazemc. On a fait ça. Et puis c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, grâce à lui, beaucoup de gens mangent sous ça aujourd'hui. Beaucoup de gens mangent sous ça aujourd'hui. Qui nourrit leur famille, tout, on voit tout. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Madame Cissé. Elle produit et commercialise le Koko Donda. Elle dispose d'une entreprise familiale d'ailleurs. Elle emploie plus de 10 personnes donc, au niveau de son entreprise. Et comme elle a dit, beaucoup de gens se font de l'argent avec bien sûr le Koko Donda aujourd'hui. C'est pour dire que ce pain apporte économiquement au Burkina Faso. Surtout, rappelons que le pain a été labellisé et le logo du label a été dévoilé le 13 septembre dernier, c'était à Bobo-Dioulasso, en présence du ministre du Commerce, Aruna Kabouri. Pour la suite, nous allons poursuivre avec la revue de presse. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau Bébé Kodio Kambou pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Alors, à la une déjà du quotidien Le Pays, on peut retenir ceci. Élection de Bala Sakandé à la tête du MPP. Le peuple tirera profit de l'apaisement du climat politique. C'est selon Yaya Zungrana qui est un député CDP. C'est un choix très bien mûri, dit Boukari Konombo du Brassard Noir qui est une organisation de la société civile. Pronostic PMI du jour, c'est à la page 17. Dans la rubrique Mardi politique, c'est le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé, qui est à l'honneur et il déclare ceci: avoir peur d'être combattu, et je dirais non. C'est à lire à la page 2. Le président de la CENI aux éditions Le Pays: on ne vous demande pas de ne pas nous critiquer, mais point de suspension. Dialogue politique au Burkina. La majorité et l'opposition reprennent langue. Et dans la rubrique Révélation, on peut lire Rin Kieta, une étudiante tuée lors d'un braquage. Dans la rubrique Actu Foot, on lit ceci: Mondial U20, la bonne opération du Burkina Faso. C'est à lire à la page 23. Et à la une de Aujourd'hui au Faso, on apprend ceci: décès du sultan des Bamouns, Ibrahim Mbombo Nzoya. Le Cameroun perd un dépositaire des traditions doublé d'un politique averti. Côte d'Ivoire, Ouattara assume et joue l'apaisement, sauf pour le cas Soro. Dialogue politique, l'opposition et la majorité de nouveau à la table de la palabre. Et dans la rubrique News du jour de Aujourd'hui au Faso, on peut lire un cyber-escroc mis aux arrêts. Des engins explosifs découverts à Cocody. Fin d'émission de l'ambassadeur ivoirien Capielicien Soro fait ses adieux au Burkina. Ordre des avocats, Siaka Nyamba, c'est plutôt Nyampa, succède à Paulin Salambéré. Donc c'était là les titres à la une de Aujourd'hui au Faso ce matin. Et après Aujourd'hui au Faso, nous passons à la lettre du Faso. Et on peut lire à la une de ce hebdomadaire burkinabé qui paraît tous les mardis.
Docteur Boubacar Diallo, président de Agir Ensemble pour le Burkina, le pouvoir n'est pas seulement dans l'échec, il est bien pire dans le fatalisme. Deuxième congrès extraordinaire du MPP, quand Roch se met du côté de Sakandé. Énergie renouvelable, l'innovation est notre leitmotiv, c'est selon Abdallah Dissa, directeur général de Alliot System. Réforme de la loi portant sur la promotion immobilière, guéguerre entre le ministre de l'Habitat et les promoteurs immobiliers. Université Nazi Boni de Bobo, Abdoul Service remet les clés de 100 villas. À présent, la une du journal Le Quotidien. Discours de Xi Jinping, président de la République populaire de Chine à l'ONU, raffermir la confiance et affronter ensemble les épreuves pour bâtir un monde meilleur. Retour de l'opposition au dialogue politique, les conditions que nous avons posées ont été respectées, c'est selon Edi Kombouego. Tranche commune entente 2021, les 5 gagnants du Burkina reçoivent leur chèque. Bala Sakandé, président du MPP, des Burkinabés apprécient et saluent la hauteur d'esprit de Simon Compaoré. À présent, la une de l'Observateur Palga. Dialogue politique, majorité et opposition ont repris langue. CENI, visite décontractée du président à l'Obs. Journée parlementaire du RDJ, plaidoyer pour l'élection des maires au suffrage direct. Côte d'Ivoire-Burkina, fin de mission pour l'ambassadeur Soro. Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, Aaron Bibi prend possession de sa nouvelle villa à Bobo. Transition politique au Mali, Choguel Maïga n'est pas un béni oui-oui. Et à Bobo Dioulasso, l'Express du Faso nous apprend ceci à la une. Reprise du dialogue politique, à quoi faut-il s'attendre? Autant le dire, c'est une rubrique. On peut lire donc dans cette rubrique, pendant que le MPP s'organise, le CDP se lézarde. Tournoi interrédaction, les apprentis journalistes de l'ISTIC plus forts que tous. Avenue de l'Union européenne, une voiture termine sa course dans un marigot. Chronique, terrorisme au Sahel, la France victime de cette tergiversation. Mouvement du peuple pour le progrès, composition du nouveau bureau exécutif national. Et avant de terminer avec les unes des quotidiens, visitons le site d'information www.burkimbia.com. Et sur ce site ce matin, on peut lire dialogue politique, reprise effective des travaux le lundi 27 septembre 2021 matin à Korsiam. Niger, 6 régions touchées par l'épidémie de choléra. Les élections présidentielles et législatives prévues au Mali début 2022 pourraient être reportées de quelques semaines ou mois, a affirmé le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga. Algérie, 2 anciens premiers ministres de l'ère Bouteflika condamnés. Donc, c'était là quelques titres qu'on peut lire ce matin sur le site www.burkimbia.com. Et c'est tout pour la lecture de une ce matin à Vzeta. Merci Kambou pour cette lecture. Nous passons à la phase de commentaires. Le premier sujet, nous restons au Burkina, actualité nationale, et nous allons parler bien sûr de la reprise du dialogue politique. C'était hier. Oui. Le dialogue politique a repris hier, et pour la petite histoire, il faut dire que depuis juin, et précisément le 17 juin dernier, le dialogue politique avait démarré avant d'être suspendu 2 jours après, c'est-à-dire précisément le 19 juin dernier, parce que l'opposition dénonçait l'inaction du gouvernement face à la situation sécuritaire. Donc l'opposition qui exigeait la prise de mesures fortes, donc avant que le dialogue puisse continuer. L'opposition même avait exigé à ce que les ministres en charge de la question sécuritaire, notamment défense et sécurité, soient débarqués par exemple du gouvernement, démissionnent précisément. Donc le dialogue avait été suspendu. Et au moment de la suspension, le dialogue était annoncé pour reprendre début juillet. Et on se rappelle que, au lieu que l'opposition en son temps reparte sur la table du dialogue, elle avait préféré organiser ces marches et meetings que nous avons tous vécu, donc au début du mois de juillet. Alors, vous le savez, depuis ce moment jusqu'à maintenant, c'était le statu quo.
jusqu'à ce que, hier maintenant, l'opposition qui estime que ces préoccupations ont été prises en compte, puisque les 2 ministres, par exemple, de la sécurité ont été débarqués, il y a eu, bon, en tout cas, des mesures qui ont été prises au plan sécuritaire. On peut parler d'une petite accalmie peut-être en ce moment. Donc l'opposition qui estime que ces préoccupations ont été prises en compte et qui accepte de revenir sur la table de dialogue, ce qui fait que hier à Kosiam, les 2 parties se sont encore retrouvées autour d'une même table pour dialoguer, si on peut le dire ainsi. Alors, le dialogue politique cette fois est présidé, parce qu'auparavant c'était présidé par Simon Compaoré et Eddie Kombouéwo. Donc Simon Compaoré ayant pris sa retraite, le dialogue politique est co-présidé, ou le dialogue qui est en cours en ce moment est co-présidé par, pour la majorité, Vincent Dabilgou et Eddie Kombouéwo, donc pour le chef de file de l'opposition politique. Alors, les sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est la sécurité, donc prioritairement, en tout cas surtout quand on écoute l'opposition. Ensuite, il y a la réconciliation nationale et la révision à minima du code électoral en vue des élections municipales de 2022. Parce que ces élections sont annoncées pour être tenues sous forme de suffrage direct, alors que auparavant, les élections municipales, c'était au suffrage indirect. Donc, on votait les conseillers municipaux qui allaient choisir les maires donc, parmi les conseillers qui sont votés. Maintenant qu'on parle de suffrage direct, c'est sûr qu'après la modification du code électoral, sauf changement de dernière minute, les électeurs devraient pouvoir choisir directement le maire de leur commune. Et ce maire-là doit être connu au moment des élections, donc doit présenter sa candidature un peu comme on élit le président du FASO. Donc, ils doivent modifier le code électoral un peu dans ce sens. J'imagine qu'il y a d'autres aspects également qui peuvent être pris en compte donc dans cette modification dite à minima du code électoral. Ce qu'il faut dire, c'est que le dialogue politique se referme aujourd'hui même. Donc d'ici le soir, on pourra avoir une idée sur les conclusions qui vont en sortir. Et on se souvient que les conseillers municipaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso aussi ont fait une conférence de presse pour demander à ce qu'on autonomise ces arrondissements-là en termes de budget et d'autres choses. Et ils comptaient justement aussi sur ce dialogue politique-là et ces réformes annoncées concernant les codes. Mais je sens qu'à ce niveau, c'est notamment le Code général des collectivités territoriales, donc qui règle la question des arrondissements, de l'autonomisation peut-être des arrondissements. Et je crois que cette question également pourrait être sur la table de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la prochaine session, c'est le mercrédi prochain, donc le dernier mercredi de septembre. La session budgétaire doit s'ouvrir et je crois que c'est cette session qui peut également régler cette question de révision du Code général des collectivités territoriales qui pourrait, si les préoccupations des maires d'arrondissement sont prises bien sûr en compte, qui pourrait peut-être accorder une certaine autonomie aux arrondissements qui jusque-là sont très très dépendants des mairies centrales, et voilà, qui ont un budget, qui ont des prérogatives très très limitées sur certaines questions, alors que ce sont les maires, si on peut le dire ainsi, ce sont les maires de proximité, donc qui touchent du doigt les problèmes des citoyens. Quand vous prenez par exemple à Ouagadougou les problèmes de voirie, ce sont ces maires-là qui sont dans les périphéries. Parce que le maire central est au centre, comme on le dit. Alors que les problèmes, généralement, c'est dans les périphéries. Mais les maires d'arrondissement n'ont pas compétence, selon le Code général des collectivités territoriales, pour régler certaines questions. Comme par exemple les problèmes de voirie. Vous savez que le maire de l'arrondissement 9, notamment, a été inquiété dernièrement par les populations qui marchaient et qui partaient à la mairie pour réclamer que les problèmes de voirie soient réglés dans cet arrondissement. Les populations ne savent pas forcément que c'est une question qui ne dépend pas de lui. Mais quelque part, ces populations peuvent avoir raison, parce que si vous avez un maire dans votre arrondissement, vous pouvez vous dire que c'est à lui de porter vos préoccupations à la mairie centrale. Donc, quelque part, on peut comprendre ces populations. Mais c'est que, selon le Code général des collectivités territoriales dans son état actuel, la mairie d'arrondissement n'a pas forcément les moyens d'action pour régler ce genre de questions. Merci. Donc on attend de voir un peu. D'ici le soir, on aura peut-être les conclusions de ce dialogue politique, notamment sur les questions sécuritaires, la question de la réconciliation nationale et la révision à minima du code électoral, en vue notamment des élections municipales de 2022. D'accord. Alors, quand vous terminez, on part en Guinée. Les organes de la transition sont dévoilés. Oui.
En Guinée, les organes de la transition sont dévoilés, mais les compositions ne sont pas connues. Donc c'est l'architecture de la transition qui est un peu connue. Donc l'architecture institutionnelle de la transition, si on peut le dire ainsi. Donc ils sont dévoilés, même si les compositions ne sont pas encore connues. Je veux dire, voilà, les individus qui doivent peut-être composer, même si on connaît, on sait un peu comment ça va se passer. Donc c'est l'architecture qui a été communiquée hier à la télévision nationale, hier soir, et selon le communiqué qui a été lu à la télévision nationale, la transition sera conduite par un certain nombre d'organes, dont notamment le CNRD, qui va être un organe de la transition, avec son président, donc Doumbouya, qui sera président de cette transition. Donc on ne sait pas trop peut-être le rôle que va jouer le CNRD, mais j'imagine que c'est un CNRD qui va se comporter un peu comme un parti politique. Voilà, vous avez comme un parti au pouvoir, peut-être, on peut le dire ainsi. Sinon, il sera difficile qu'on ait d'autres organes exécutifs et qu'on ait un CNRD avec des rôles peut-être clés, voilà, dans cette transition. Donc, la transition sera conduite par le CNRD, organe exécutif, et son président qui fera office de président de la transition, un gouvernement, donc un gouvernement de transition qui sera formé bientôt, et un conseil national de transition. Donc ce sont les organes clés, CNRD et son président, gouvernement et conseil national de transition. Donc le conseil national de transition qui va faire office d'organe délibérant, qui va jouer le rôle d'assemblée nationale, si on peut le dire ainsi, comme ça a été le cas au Burkina par exemple. Voilà. Et ce conseil national de transition sera composé de 81 membres, donc selon le communiqué qui a été lu à la télévision nationale guinéenne. Et parmi ces 81 membres, il y aura des membres issus des partis politiques, des forces vives de la nation, des syndicats, du patronat, de la jeunesse, donc j'imagine que ce sont les structures de la société civile, et notamment des forces de défense et de sécurité, donc qui vont composer le Conseil national de transition, le CNT, de 81 membres. Alors, le communiqué précise que chaque composante devrait avoir en son sein 30% de femmes. Voilà. Et il a été clairement précisé également que toute personne qui va participer à cette transition ne pourra pas être candidat aux élections prochaines. Donc, élections nationales comme locales. Voilà. Si vous avez été soit dans le gouvernement ou dans le Conseil national de transition, vous ne pouvez pas être candidat aux prochaines élections. Et il précise que cette mesure n'est pas susceptible de révision. Donc, ça ne veut pas dire au cours de la transition, on ne peut pas revenir sur cette mesure. Si vous acceptez d'entrer dans la transition, vous ne serez pas candidat aux élections à venir. Et ce qu'il y a lieu de dire également, c'est que la junte avait annoncé une transition inclusive, mais le communiqué précise que les dignitaires de l'ancien régime sont exclus de la transition. Donc voilà un peu c'est compliqué. Donc on a une idée sur l'architecture de la transition. Voilà, et on attend les noms. On n'a pas également une idée sur la durée, parce que le communiqué précise que c'est le Conseil national de transition qui sera mis en place, qui va trancher sur la question de la durée de la transition, donc bien sûr avec les forces vives de Guinée. Merci. Voilà un peu ce qui est dit. Merci à toi, Kambo. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique Invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Martial Rigobert Tiendarbego. Il est le président de l'association Boulkimbi Solidarité et Partage. Bonjour à vous et bienvenue, Monsieur Tiendarbego. Merci de m'avoir reçu. Bonjour à vous également. D'accord. Avec vous, nous allons parler de ce plaidoyer qui vise à soutenir les enfants ou les orphelins des forces de défense et de sécurité et des VDP tombés donc sur les champs de bataille. Mais avant de commencer, Monsieur Tiendarbego, est-ce que vous pouvez nous présenter plus votre association? Je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous adresser à vos téléspectateurs qui, je sais, constituent un grand public, pour nous donner l'occasion de nous exprimer et de dire qu'est-ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire. Nous sommes une association dénommée Association Boulkimbi Solidarité et Partage qui œuvre pour l'éducation, pour la solidarité, la cohésion sociale et l'union communautaire pour ensemble
entamer le pas du développement de notre pays. Parce que nous disons que sans cohésion sociale, sans union, nous ne pouvons pas aller à un développement véritable, inclusif et surtout durable. Et quels sont les objectifs de votre association en général? Les objectifs, je dirais, le grand objectif de notre association, c'est donner une bonne éducation aux enfants pour qu'ils aient en eux le caractère patriotique, qu'ils grandissent en esprit, en santé, également en ayant en tête que leur développement, le développement de leur pays ne peut passer que par leur engagement réel, en ayant en tête qu'ils doivent travailler pour les uns et les autres. Le développement individuel pour nous n'a pas de place dans notre pays. Il faut qu'ensemble nous nous mettons main dans la main pour pouvoir développer notre pays. C'est ça l'objectif. Inclure à la base le caractère patriotique à nos enfants. Voilà l'objectif global de notre association. Nous allons parler maintenant de ce plaidoyer que vous portez, un projet que vous portez qui vise à soutenir les orphelins de FDS et des VDP tombés. Alors, pourquoi déjà ce projet? Je vous remercie parce que vous voyez certainement avec nous que notre pays est dans une situation, je ne dirais pas dans la tourmente, dans une situation qui pourrait être critique si d'aventure nous ne nous levons pas tous ensemble. Nous avons constaté que depuis 2015, notre pays est la cible des attaques terroristes et l'État tout seul se bat, avec bien sûr l'accompagnement de certaines bonnes volontés. Et nous nous sommes dit que si tout Burkinabé que nous sommes, si individuellement nous ne mettons pas la main dans la pâte, nous ne nous engageons pas dans cette lutte-là, l'État à lui tout seul ne pourra pas venir à bout du terrorisme qui gangrène notre pays. Et quoi de plus que de motiver les gens? Nous, individuellement pris, nous avons essayé chacun d'apporter notre contribution, mais nous voyons que les uns, les autres, quelques-uns que nous sommes, nous ne pouvons pas. Et vu que notre idée a reçu l'engouement des personnes que nous avons contactées, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas lancer un appel? Profiter de l'opportunité que des médias comme Savane FM nous offrent pour lancer l'appel à la grande majorité de la population pour nous soutenir. Et nous avons tapé à votre porte, vous avez répondu favorablement à notre requête et nous pensons qu'avec vous, nous allons pouvoir réussir véritablement la mobilisation et venir à bout de cette hydre qui est le terrorisme qui gangrène notre pays. Expliquez-nous maintenant concrètement comment le projet va se faire ou comment le parrainage se fait. C'est vrai. Je profite de votre micro pour saluer déjà les personnes qui sont engagées auprès de nous, une fois que nous les avons approchées, et dire comment est-ce que nous allons faire, comment nous faisons déjà. Parce que comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas seuls, nous sommes partis d'une dizaine. Quand l'idée a émergé, nous avons parlé à quelques-uns de nos amis et tout de suite qui ont adhéré. Alors, en quoi consiste le parrainage que nous souhaitons, que nous avons engagé? Cela consiste à amener tout Burkinabé qui est amoureux de notre pays, et même toute personne, même pas burkinabé, qui est amoureux, toute personne amoureuse de notre cher Faso, à venir s'adjoindre à nous pour constituer la coalition, pour accompagner les VDP et les FDS dans cette lutte-là. Nous pensons que nous ne pouvons pas aller au front, mais d'une manière ou d'une autre, nous pouvons apporter notre contribution. Et comment? Notre association a décidé de travailler dans le domaine de l'éducation. Et ce n'est que par ce canal-là que nous pouvons accompagner, apporter notre contribution pour aider à la lutte contre le terrorisme. Donc nous souhaitons rassembler les personnes de bonne volonté qui veulent accompagner les orphelins des FDS qui sont tombés sur le front dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et comment nous comptons faire? Nous comptons demander à ceux qui veulent d'accompagner la scolarité de ces orphelins-là. Payer la scolarité, payer les fournitures scolaires ou assurer la sécurité sanitaire de ces enfants à travers une assurance médicale à la hauteur des moyens de ceux qui veulent nous accompagner. Nous ne fixons pas un montant, nous demandons aux bonnes volontés, chacun apporte ce qu'il peut. Et nous ne mobilisons pas de ressources, nous mettons les parents en lien avec les orphelins ou directement avec les orphelins pour ceux qui veulent, ou à travers les associations des veuves de ces orphelins, de ces FDS-là pour ceux qui veulent. Voilà un petit peu comment est-ce que nous comptons procéder pour pouvoir mobiliser le parrainage autour de ces orphelins. Vous avez cité différentes formes de parrainage, soit des kits scolaires, soit la scolarité, soit assurance maladie ou des vivres. Exactement. Parce qu'il y a la possibilité aussi d'offrir, d'accompagner ces familles-là en vivres. Est-ce à dire que quand un parent décide de parrainer un enfant donné,
le parrain est peut-être motivé ou obligé à assurer tout ça, ou bien on peut décider d'offrir à l'enfant que peut-être sa scolarité ou son kit scolaire. Votre question est très pertinente. C'est vrai que si on demande à quelqu'un d'englober tout ça d'un seul coup, c'est un peu, je dirais, répulsif et ça amène les gens à ne pas s'engager. Chaque parrain qui voudrait accompagner les orphelins apporte son appui à la hauteur de ses moyens. Vous avez 10 francs, vous accompagnez, vous avez 100 francs, vous accompagnez. On n'a pas de montant fixe. Chacun donne. C'est un petit peu comme l'histoire du colibri, comme on le dit. Je joue ma partition. Je fais ce que je peux. Vous avez 10 francs, vous donnez. Vous avez 100 francs, vous donnez. Vous pouvez assurer la scolarité de manière globale. Vous soutien pour l'assurance médicale. Vous pouvez contacter l'assurance médicale dans la compagnie d'assurance à votre guise et vous apportez à l'association des veuves qui s'occupent de faire la répartition au niveau des orphelins. Comme je l'ai dit, nous ne mobilisons aucune ressource. Nous ne voulons pas recevoir 5 francs. Nous sommes, je dirais, des intermédiaires. Nous mobilisons les bonnes volontés, nous les mettons en contact avec les associations des veuves, des orphelins. Et si un parent veut véritablement connaître son filleul, il peut le faire. Mais nous laissons ce choix-là à la décision des parents. Mais pour être parrain, quelles sont les conditions à remplir? Quelles sont les conditions pour être parrain? Les conditions, la condition principale pour être parent, c'est avoir la bonne volonté. Et la condition seconde, c'est avoir cet engagement-là à accompagner véritablement les orphelins. Et bien sûr, la troisième condition, c'est d'être de bonne moralité, avoir pour intention d'accompagner et non pas avoir d'autres ambitions à l'arrière. Il n'y a pas de restriction, non. Pour peu que nous sachions que vous êtes de bonne volonté, que vous les accompagnez, nous sommes disponibles, vraiment très engagés à vous recevoir avec nous pour accompagner l'épanouissement de ces orphelins. Parce que comme on le dit, il y a un proverbe qui dit que le sang du malheureux crie toujours vengeance. Et si nous sommes assis, un jour ces enfants-là vont nous demander une reddition de compte. Nos parents ont été tués. Pour vous, pour votre liberté, qu'avez-vous fait? Je pense que nous serons très très mal à l'aise de ne pouvoir répondre à ces enfants-là demain en leur regardant dans les yeux que voilà ce que nous avons fait parce que vos parents ont donné tout pour nous. Alors nous demandons à chacun de donner un peu de nous aux parents de ceux qui ont donné tout pour nous. Pour les orphelins, pour ces orphelins de VDP ou de FDS, vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous n'allez pas procéder à la collecte, mais vous allez plutôt être l'intermédiaire et ensuite diriger les parrains du moins vers les familles concernées ou vers des associations qui s'occupent donc de ces veuves et orphelins. Mais comment la sélection de ces orphelins va se faire, ou on va dire le recensement? Là, vous touchez véritablement du doigt une préoccupation qui, si nous n'en prenons pas compte, risque de conduire à des difficultés. Effectivement, il y a toute une panoplie je dirais pas toute une panoplie, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation-là. Et il convient véritablement de s'asseoir pour établir des critères pour que chacun soit bénéficiaire comme il faut, pour qu'il y ait une certaine équité. Avec les associations des veuves, plutôt disons avec l'association des veuves des policiers que nous avons rencontré déjà, qui a répondu à notre appel. Nous avons commencé à travailler avec eux en définissant des critères. Un des critères, par exemple, est le critère chronologique, à commencer par ceux qui ont été orphelins, les premiers, et bien sûr en travaillant de telle sorte que jusqu'au dernier, chacun puisse bénéficier d'un appui, une scolarité, des fournitures scolaires, un moyen de déplacement, des vivres comme vous le dites. Et une fois que cette chaîne-là sera finie, on revient encore au tout premier pour travailler à ce que nous espérons bien, chaque orphelin puisse avoir pour lui un soutien pour la scolarité, un soutien pour les fournitures scolaires, un soutien pour l'assurance médicale, un soutien pour les vivres. Pourquoi pas? C'est vrai que nous sommes contents, nous avons constaté que d'autres associations font la même chose pour accompagner les orphelins. Mais l'ambition que nous avons, c'est qu'à terme, il y ait un parrain, pas juste des ressources qu'on a mobilisées pour donner à un orphelin, mais quelqu'un qui peut supplier tant soit peu la perte
du papa. Quelqu'un qui peut renforcer l'amour maternel que l'orphelin a en ayant sa maman. En fait, c'est ça. Nous voulons avoir une vie derrière cet enfant-là, qui ne pourra certainement pas combler la perte de son papa, mais qui peut suppléer, renforcer. Pour qu'à Tabaski, un petit cadeau. À Noël, un petit cadeau. À Pâques, un petit cadeau. À Ramadan, un petit cadeau. Et si, pendant des vacances, un petit billet pour aller participer à une colonie de vacances, pourquoi pas? Pour que ces orphelins-là ne soient pas abandonnés, pour qu'ils vivent. Et que demain, comme je le disais, nous puissions les regarder dans les yeux pour dire, voilà ce que nous avons fait pour cet enfant-là, ces enfants-là dont les pères se sont sacrifiés pour nous. Et si l'on se projette peut-être dans l'avenir, est-ce que le parrainage que vous visez peut aller jusqu'à peut-être avoir un parrain, on ne dira pas pour la vie, mais pour de longues années? Par exemple, si vous êtes à l'école primaire, peut-être un parrain qui va vraiment suivre vos études jusqu'à l'université, par exemple, pourquoi pas? Je sens que j'ai déjà une marraine sur ce plateau-là qui va nous accompagner parce que c'est... Nous assurons. C'est notre souhait. Nous souhaitons même, avec une mobilisation, une cohésion autour de ces orphelins-là, pouvoir à terme œuvrer à ce que les mères, les veuves de ces orphelins-là puissent avoir des insertions sociales. Il y a des sociétés qui sont là, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité, qui peuvent absorber progressivement ces veuves-là qui n'ont pas d'emploi et qui croulent sous des difficultés. Je ne vous cache rien en disant que l'État octroie un soutien, mais quand j'ai écouté les veuves de ces orphelins, mais le récit qu'ils ont donné sur la gestion de ces ressources-là, ça fait froid au dos. Quand on dit on donne tant de millions pour un FDS tombé, à la famille, vous savez ce que c'est en Afrique, la famille. La famille avec grand F descend, les frères, les oncles descendent, et ils ratissent tout. Et les veuves se retrouvent complètement démunis. Et ça fait froid au dos, ça donne des frissons, et nous devons travailler à ce que des choses comme ça ne se reproduisent plus. Et dans ce plaidoyer, vous avez approché donc des structures, on va dire que vous êtes en partenariat avec l'International des parents d'élèves. En principe, le président devrait être avec nous, mais il a été empêché. Alors, dites-nous quel sera le rôle, déjà pour commencer, des associations déjà des parents d'élèves et ensuite de l'International des parents d'élèves. Comme je vous l'ai dit au départ, notre association milite beaucoup dans le domaine de l'éducation. Et comme j'ai également ajouté, nous voulons que l'esprit patriotique naisse en nos enfants, pour que nos enfants-là cultivent en eux ces valeurs patriotiques. Et nous voulons au mieux passer par les enfants pour amener leurs parents à apporter leur soutien au FDS, pour que pour chaque victoire que nous allons engranger, chaque enfant se sente concerné. Un enfant, dès le bas âge, on lui dit, tu dois accompagner les forces de défense parce que le pays est attaqué. Et donc nous disons que si nous passons par les enfants, tout de suite, ils vont avoir cet amour-là pour la patrie et savoir qu'en toute situation, un enfant doit s'engager pour le patriotisme dans son pays. Voilà pourquoi nous passons par le canal de l'éducation, voilà pourquoi nous passons par l'International des parents d'élèves, qui est également le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du Burkina, pour qu'on n'inculque ces valeurs de patriotisme-là à nos enfants. On peut le faire seul. On peut se lever, aller voir les sociétés, adresser des correspondances. C'est bien, mais on va manquer quelque chose. Il faut que nous apprenions à nos enfants, dès la base, qui doivent s'engager pour la lutte, pour la défense de leur patrie. Voilà pourquoi nous avons voulu passer par l'International des parents d'élèves, l'UNAPSP et notre association qui travaille dans le domaine de l'éducation. C'est déjà la rentrée des classes, parce que nous sommes le 28 septembre aujourd'hui, donc d'ici quelques jours seulement, c'est déjà le 1er octobre, date officielle pour la rentrée scolaire. Est-ce qu'à ce jour, vous avez des parrains du moins qui se sont déjà signalés ou se sont inscrits? Je peux vous dire que nous sommes même acculés. Il y a certains parents qui nous bousculent, mais vous nous avez contacté, nous sommes d'accord, mais qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes prêts, la rentrée est là. Il dit, nous sommes prêts, nous avons quelques parents, mais le nombre de parents que nous avons ne couvre pas la totalité des orphelins. Donc nous souhaitons en parler davantage pour mobiliser encore plus de ressources. Voilà pourquoi nous n'avons pas véritablement créé le déclic pour que les bénéficiaires puissent avoir ces soutiens-là. Nous avons des institutions qui nous ont accompagnés. Nous sommes vraiment très ravis. Ils nous ont dit, nous sommes prêts à, et comme dans nos principes, nous avons dit, nous donnons directement
nous mettons les parrains en lien avec les filles. Ils nous ont dit non, vous êtes la structure qui nous a approché, les structures qui nous ont approchés. Nous passons par vous. Et si d'aventure vous voulez que demain encore, après-demain, l'année prochaine, nous puissions vous accompagner, faites-nous juste les preuves de la bonne gestion des ressources et nous accompagnons. Nous n'avons pas de lien avec ces personnes directes-là. Je les comprends. Ils ne veulent pas aussi que par la suite, il y ait d'autres sollicitations. Là aussi, on comprend très bien. Sinon, des parrains, déjà, il y en a. Comme des structures également, que je ne vais pas citer, mais je vous promets de repartir les voix. Quand on leur a écrit, nous voulons rencontrer votre personnel. Ils ont dit pour des contingences budgétaires. Je dis, contingences budgétaires. Mais le pays est attaqué. Si on ne se défend pas contre ce mal-là, vous allez savoir ce que c'est que des contingences budgétaires quand toute l'activité va se bloquer. C'est vraiment dommage. Mais à ce jour, on peut toujours s'inscrire. Comment on fait justement pour s'inscrire ou être parrain d'un orphelin ou des orphelins? Si vous le permettez, très charmante dame, je peux peut-être donner un numéro de contact sur place, et quitte à ce que par la suite on fasse des affiches, des annonces que nous allons passer sur votre chaîne ici et bien d'autres chaînes qui nous accompagnent. Au passage, je remercie les premiers responsables. Vous êtes la première chaîne qui nous a permis de nous exprimer et nous vous sommes très reconnaissants. Nous sommes persuadé qu'avec l'auditoire que vous avez, ce sera un canal pour qu'il y ait beaucoup de parents. Alors, donc, notre contact pour la mobilisation, pour ceux qui veulent nous accompagner, si vous le permettez, c'est le 70 24 75 30. D'accord. 70 24 75 30. Et j'espère que ce numéro va sonner à hauteur des 20 millions de Burkinabés que nous sommes. Nous espérons bien sûr 70 24 75 30 pour justement contacter l'association Burkinabé. Alors, monsieur Tiendra Bego, nous tendons vers la fin de notre entretien. On va vous permettre de lancer un appel à l'endroit de tous ces Burkinabés, des bonnes volontés, comme vous l'avez dit, qui peuvent soutenir ces orphelins. Je pense que madame venait de lancer l'appel. Et j'ajoute à ce qu'elle a dit que il faut que chacun de nous, tout Burkinabé, toute personne de bonne volonté que nous sommes, il faut que nous donnons un peu de nous aux orphelins de ceux qui ont tout donné pour nous. Unissons-nous pour défendre notre patrie. Je vous invite chacun, individuellement, collectivement, à apporter votre soutien aux orphelins des personnes qui sont engagées dans cette lutte. C'est notre contribution. Nous ne pouvons pas aller sur le champ de bataille pour prendre des armes, mais nous pouvons soutenir ceux qui se battent pour nous. Et je suis persuadé que si les FTF, les VDP sont certains que une fois au front, si d'aventure malheur arrivait, la communauté est mobilisée derrière leurs orphelins, ils seront beaucoup plus engagés. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne suite et nous espérons que le message est très bien passé. Et bien sûr, de bonnes volontés vont se signaler encore parce que c'est l'occasion pour vous de faire parler vos cœurs parce que il faut tout simplement être solidaire vis-à-vis de ces enfants. Je rappelle que M. Martial Rigobert Tiendra Bego est le président de l'association Burkinabé Solidarité et Partage et c'est cette association en collaboration avec d'autres structures qui ont ce plaidoyer qui vise à soutenir les orphelins des FDS et VDP tombés au front. C'est ici qu'on s'arrête pour notre entretien de ce jour. Pour la suite, nous partons pour la rubrique Un œil sur la société, comme chaque mardi d'ailleurs, avec Serge Youssef Ouedraogo, mais avant, virgule, et on revient. Et notre Karen Samba est bien installé sur ce plateau. Serge Youssef Ouedraogo, bonjour et bienvenue Youssef. Bonjour Abdel, merci. Merci d'être là. Aujourd'hui, on parle de la rentrée administrative, donc l'importance de la rentrée administrative dans l'éducation. Alors, pour commencer, Youssef, qu'est-ce que la rentrée administrative? Il faut dire déjà, quand on parle de rentrée administrative dans l'éducation, il faut déjà dire qu'il y a eu les vacances où le monde éducatif, les enseignants, les élèves se sont reposés pendant un bout de temps. Ils ont pris des congés, des vacances pour se reposer après avoir abattu un boulot vraiment dur. Voilà, dur. Parce que les autres fonctionnaires n'abattent pas de boulot. Mais l'éducation. Mais c'est vous qui avez, c'est vous les seuls fonctionnaires qui avaient 3 mois
on va dire quoi, chômés payés? Non, ils n'ont pas de 3 mois. Vacances et payés. Ils n'ont pas 3 mois de chômés payés parce que les gens ne comprennent pas. L'ancien n'a pas de vacances. Mais ce sont les élèves qui vont en vacances et l'ancien aussi profite. Voilà, donc l'ancien travaille toujours pendant les vacances. Votre mari est dans le système. Et il prépare, il court, jusqu'il n'y a pas de repos. Donc la rentrée administrative ici, pour revenir à votre question, c'est la reprise des activités du monde éducatif, surtout les enseignants. Voilà, ils se sont reposés un peu comme vous l'avez dit. Et maintenant, ils doivent repartir maintenant pour reprendre le travail en attendant les élèves. Et quand on parle de rentrée administrative, là, c'est préparer le nécessaire pour attendre les élèves à partir du 1er octobre, qui est la rentrée pédagogique, pour commencer effectivement les cours normalement pour que le programme soit respecté. Et donc la rentrée administrative concerne plus les enseignants et peut-être le personnel éducatif que les élèves. Oui, la rentrée administrative concerne les enseignants et le personnel administratif. Parce qu'après la rentrée administrative, tous les enseignants doivent rejoindre les postes. Tous les enseignants doivent rejoindre les postes parce que les vacances sont finies, le travail commence. D'accord. En principe, c'est comme ça, mais pour certains, certains enseignants qui sont notamment dans, je ne vais pas dire dans la bourse, mais qui sont en fait dans des zones reculées. Ces enseignants-là ont du mal souvent même à rejoindre leur poste. Parce qu'ils se disent, la rentrée administrative, oui, je peux ne pas aller et puis attendre le 1er octobre pour aller. Est-ce que ça n'a pas des conséquences aussi sur peut-être la préparation de la classe? Oui, il y a des conséquences parce que le fait, c'est vrai qu'il y a les zones reculées avec la saison pluvieuse, on ne peut pas aller, ou bien avec certains problèmes, on ne peut pas aller. Mais il y a des conséquences. Parce qu'après la rentrée administrative, là, vous devez préparer tout le nécessaire. Et à partir du 1er octobre, qui est la rentrée pédagogique, le travail commence. Normalement, à partir du 1er octobre, on doit commencer à enseigner réellement. Mais ceux qui ont des problèmes, des petits problèmes là, eux, ça part du 1er octobre qu'ils commencent maintenant à faire le nécessaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont commencer réellement à donner les cours là, vers le 15 octobre comme ça. Donc, c'est un retard de 2 semaines. Donc, ça a des conséquences quand même sur le programme et le volume horaire de ce qu'on doit appliquer en classe, le terrain. Et Youssef, tu as dit que oui, pour certains enseignants, c'est peut-être des contraintes de la nature ou des contraintes d'infrastructure qui vont faire que ces enseignants ne peuvent pas rejoindre leur service, parce que si vous avez un pont à traverser, que le pont s'est écroulé, naturellement vous ne pouvez pas rejoindre tant que c'est pas réparé, ou si vous avez je ne sais pas, un marigot ou une rivière que vous devrez traverser, c'est difficile. Mais même si les pluies sont en train de finir, de tirer vers la fin, maintenant il y a des enseignants qui décident délibérément, c'est vraiment leur décision. Voilà, je peux profiter des 15 jours restants encore avant d'aller en octobre pour débuter, parce que c'est au village, j'enseigne au village, donc je fais ça. Oui, les enseignants qui font ça, c'est une mauvaise volonté, ça. Oui, les enseignants qui font ça délibérément pour ne pas aller, ils peuvent avoir des sanctions. Parce que c'est puni aussi, hein, parce que quand on vous dit que c'est le 15, vous devez rejoindre. S'il y a un contrôle, parce qu'à partir du 15, l'inspecteur d'inscription, le DPNA, le directeur provincial, le directeur régional et tous ils vont sortir pour voir est-ce que la rentrée administrative est effective dans les différents établissements. Voilà, donc si vous n'êtes pas là, votre nom peut être... et puis après, vous allez faire une lettre d'explication pourquoi vous n'êtes pas venu à la date indiquée pour la reprise de la rentrée administrative. Alors, Youssef, pourquoi on doit respecter la date de la rentrée administrative dans l'éducation? On doit respecter la date de la rentrée administrative parce que ça aide le monde éducatif, surtout le personnel scolaire et les enseignants. À partir de la rentrée administrative, là, vous savez que chaque année, il y a des nouveaux qu'on recrute. Des professeurs, des enseignants du secondaire, du primaire, du préscolaire. Et ça parle de la rentrée administrative là, que ces gens-là vont savoir où j'ai été affecté. Je dois rejoindre la région, la province, et maintenant je vais voir dans quelle école, dans quel lycée j'étais affecté pour me préparer pour débuter les cours. Et c'est à cette période aussi qu'il y a les conseils de classe pour choisir les différentes classes que tu dois tenir. Mais si tu n'es pas là, donc vous voyez que c'est pour cela que la rentrée administrative doit vraiment avoir lieu pour qu'on puisse préparer correctement. Là, en octobre,
qui est le début de cours, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Youssef, et qui fixe la date de la rentrée administrative? Je me dis que la date de la rentrée administrative est fixée par les techniciens du ministère en collaboration avec le ministre lui-même. Voilà, parce que la date de la rentrée administrative, on a déjà parlé du calendrier scolaire, donc ça fait partie du calendrier scolaire. Donc tout est indiqué dans le calendrier scolaire, le début des cours, l'arrêt des cours, la reprise des cours. Donc ce sont les techniciens en collaboration avec le ministre qui s'asseyent et qui dégagent la date de la rentrée administrative par rapport à les tests. Et très souvent, c'est pour chaque 15 septembre. Ça a été le cas cette année? Oui, ça a été le cas cette année, mais je pense qu'au niveau du plateau central, avec le 11 décembre, l'indépendance, ils ont anticipé la rentrée administrative voilà, avant les autres qui ont commencé le 15, dont vous venez de parler. D'accord. Alors, on parle de rentrée administrative. Et quel rôle les acteurs de l'éducation doivent jouer justement dans cette rentrée administrative pour une meilleure réussite? Le rôle que les acteurs doivent jouer ici, c'est de promouvoir la bonne compréhension entre les acteurs. Vous savez que l'éducation, c'est un tout. Voilà, il y a les enseignants, il y a les parents d'élèves, il y a l'administration, la localité. Donc, tout cela, ils doivent se mettre main dans la main pour la réussite de la rentrée administrative, pour que en octobre, quand les élèves vont venir, qu'il n'y ait pas de problème, que les élèves puissent entrer dans différentes classes, travailler correctement. Vous savez que avant la rentrée pédagogique là, il y a des écoles où les tables sont gâtés. Il y a des écoles où les toits sont la pluie a gâté beaucoup de choses. Donc c'est à cette période là que les partenaires de l'éducation là, avec l'école mère, vont essayer de réparer certains trucs pour attendre les élèves. Il ne faut pas laisser que le 1er octobre, les enfants vont venir, on va commencer à dire qu'il n'y a pas de table-banc, il n'y a pas ceci, cela. Non, non. Ça peut être de cet objectif-là que tout se prépare pour attendre le 1er octobre là, pour la rentrée pédagogique. D'accord. Et on entend souvent les associations des parents d'élèves dire que, en attendant les dotations, par exemple, de l'État ou du ministère de l'Éducation, ces associations-là sont souvent obligées de mettre la main dans la poche pour aider à ce que l'établissement fonctionne, notamment dotation de crèche, souvent même de matériel pour les enseignants, pour arranger les tables-bancs, revoir peut-être le robinet, tout ça, les toilettes et tout. Ces associations de parents d'élèves sont souvent obligées donc de mettre la main dans la poche en attendant les dotations du gouvernement qui arrivent tard souvent. Mais c'est ce que je ne comprends pas. S'il y a un calendrier scolaire et qu'il y a une rentrée administrative qui est fixée, qui doit en principe servir à ce qu'on prépare vraiment le terrain pour accueillir les élèves. Préparer le terrain, c'est tout ça. Disponibiliser le matériel, voir ce qui est gâté pour arranger, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça veut dire que le ministère est informé de tout ça. Pourquoi très souvent, alors, cette rentrée administrative passe, la rentrée pédagogique passe et on fait peut-être 1 mois, 2 mois avant d'avoir la dotation? Vous savez que par rapport à la dotation, bon, le ministère a essayé de centraliser les différents travaux là en région et en province. C'est plus comme avant, ça quitte Ouagadougou et ça va par exemple à Koudougou ou bien à Manga. Mais maintenant, c'est à partir de Manga que les ressources sont données à partir de Manga. Donc c'est au niveau local qu'ils essaient de... Voilà. Donc les parents d'élèves, ils ne sont pas obligés, c'est dans leur rôle. Voilà, la peur est là, parce que quand on recrute les enfants donnent quelque chose. C'est dans leur rôle d'aider l'école en attendant l'État. Si l'État est en retard, eux, ils doivent pouvoir aider l'école pour qu'il y ait la craie, comme vous l'avez dit, il y a les cahiers de préparation pour qu'on commence les cours. Voilà. C'est une habitude que l'État aussi a mis dans la tête des parents, qu'on donne des fournitures, et chaque parent attend pour avoir les fournitures de l'État. Si je me dis quand même, les fournitures de l'État, est-ce que l'enfant va vraiment commencer les cours? C'est ça, je me dis quand même, si tu amènes ton enfant à l'école, il faut être prêt à assurer le nécessaire. En attendant. Si maintenant on vient vous donner, vous prenez pour ajouter. Mais n'attendez pas seulement que l'État vienne vous donner. Donc je peux dire que l'État aussi est responsable, parce que c'est aussi quelqu'un qui vont envoyer. Donc s'il doit envoyer, comme vous l'avez dit, il doit envoyer rapidement pour que chaque parent puisse calculer aussi en fonction de ça, compléter ou ne pas faire. Parce qu'effectivement, il y a des parents aussi qui sont dans des nécessités, qui doivent réellement avoir ce que l'État doit envoyer. Mais
passation des marchés, comme vous connaissez l'administration, ça traîne. Ça traîne. Alors, Youssef, on revient à l'importance de la rentrée administrative, l'importance pour les élèves. Est-ce que ici les élèves, tu l'as dit tout à l'heure, les élèves ne sont pas concernés, mais est-ce que cette rentrée administrative est importante pour l'élève? Oui, elle est importante pour l'élève dans la mesure où ça parle de la rentrée administrative. Et vous voyez, les écoles où les enfants ont fait des examens, ou ceux qui ont fait les examens, il y a des élèves qui doivent sortir pour aller dans d'autres lycées, d'autres écoles primaires. Donc c'est à partir de cette rentrée administrative-là que les parents viennent solliciter les certificats de scolarité, solliciter les bulletins de fin d'année, solliciter tout le nécessaire pour le transfert de l'élève à une autre village ou bien un lycée, un truc comme ça. Donc les élèves, si cette période passe, l'école n'a plus le temps pour voir ça. Donc on profite du 15 là jusqu'en octobre là pour essayer de gérer tous ces différentes, les extraits de naissance qu'on vient chercher à l'école. Donc voilà l'importance pour les élèves à cette période de la rentrée administrative là. Les parents aussi? Si, les parents viennent voir les maîtres pour demander mon enfant a eu le CP et rentré en 6e. Quel est le lieu où est l'école où mon enfant a été orienté? Vous savez que ce sont les maîtres qui maîtrisent un peu les différents, ils ont tous les papiers où l'enfant doit aller. Donc les parents qui ne sont pas trop... Là on parle de l'école primaire. Même au secondaire. Voilà, au secondaire, ne voyez pas seulement Ouagadougou et Bobo et Koudougou, même dans les villages. Vous savez que c'est l'enseignant qui est le tout du village. Oui. Voilà, on se réfère à lui, mon enfant, il entre en 6e, il entre en seconde, c'est quel lycée. Donc, c'est le rôle aussi que le parent d'élève vient vers ces différents éducateurs-là pour avoir les informations nécessaires pour que l'enfant puisse rapidement. Ou bien s'il y a les demandes de bourse, voilà, vous savez que maintenant la bourse est là. Donc, c'est ça, les parents vont voir, quand ça marche, mon enfant a eu la bourse, comment je dois faire, quels sont les papiers pour que, voilà, avoir la bourse. Donc voilà ce que les parents aussi doivent faire à cette période de la rentrée administrative. Et puis bien sûr, la rentrée administrative est aussi importante pour l'administration scolaire, naturellement. Oui, ça c'est très important parce que l'administration scolaire à ce moment-là va essayer de voir quel est le nombre d'éducateurs, le nombre d'enseignants que j'ai reçus dans ma localité et quels sont les différents postes à pouvoir où je dois les affecter. Donc, c'est à cette période où les affaires se passent. Si vous attendez, il peut y avoir des coups de fil, comme certains aiment le dire là, pour dire que c'est la femme d'un tel qui arrive, donc il ne doit pas aller dans tel village, il faut qu'il reste dans le centre de ville. Non, à cette période, l'inspecteur, la directrice provinciale ou régionale, il essaie de meubler les différentes écoles où il y a la place pour faire les affectations. Si vous arrivez, on dit, vous partez ici, vous revenez prendre votre sac pour aller là-bas. Et naturellement, bien sûr, pour les enseignants, on en parlait tout à l'heure, c'est important, la rentrée administrative. Oui, pour les enseignants, à cette période clé, les enseignants vont faire la répartition des listes des élèves. Si dans votre classe, on vous a donné, après le conseil des maîtres, je dis que les enseignants vont prendre le conseil des maîtres pour faire le choix des classes. Et dans le choix des classes, il y a le nombre d'élèves. C'est en cette période-là qu'ils vont commencer à préparer la liste des élèves, à préparer la répartition mensuelle, ce qu'on doit enseigner pendant l'année scolaire. Donc, il doit tout préparer et à la rentrée, il n'y a pas de problème, c'est commencer à travailler. Et c'est la période aussi où il y a beaucoup de business au niveau des enseignants, n'est-ce pas, Youssef? Quel business? Oui, bon, Youssef, c'est la période où des enseignants ont deux places à donner en principe à leur famille, à leur enfant ou à quelqu'un de leur famille pour justement, parce que c'est une aide un peu que l'État apporte aux enseignants, mais ces enseignants-là, pour la plupart, revendent les places donc qu'on les donne pour donner à leurs proches et revendent à certains parents d'élèves. Bon, quoi, 100 000, 125 000, 80 000, c'est ce qu'on entend. Bon, c'est ce qu'on entend. Vendre, c'est trop dit. Mais c'est cette période que certains enseignants aident certains parents d'élèves à avoir de la place, moyennant quelque chose. Tu préfères dire ça comme ça? Moyennant quelque chose. Okay. Voilà, c'est pas, ils ne vendent pas les places. C'est toi-même qui dis. Ce sont les parents qui proposent souvent aux enseignants, je veux la place. Il n'y a pas de place. Si tu mets, voilà ce que je peux. Parce que une fois que je gagne la place, ça va me dépasser, je n'ai pas les moyens pour le privé. Donc on ne peut pas dire qu'ils vendent. Si on vous donne 2 places, vous n'avez plus 2 enfants pour aller à l'école. Et vous pouvez aider une autre personne pour avoir ces 2 places pour aller à l'école. Donc je me dis que c'est la bienvenue. Ça tombe bien, tu peux dire aider et puis tu dis bon, merci, je vous aide seulement avec la place. Ça va garder votre argent. Oui, il y a des gens aussi qui disent ça va. Vous savez qu'il y a des gens aussi
qui peut pas dire ça va. Donc tout le monde n'a pas la même longueur, quoi. Voilà. Bon, Youssef, on va poursuivre, c'est pas le thème, c'était juste une parenthèse. Oui. On parle de la rentrée administrative et nous tendons justement vers la fin de notre entretien, Youssef, et comment chacun à son niveau doit se préparer. Je parle du bon enseignant, du bon élève, et puis bien sûr, comment chacun à son niveau doit se préparer pour la rentrée administrative ou pour la rentrée. Chacun à son niveau doit essayer de voir l'année écoulée, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pas pu faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour que la rentrée qui va s'annoncer bientôt puisse être vraiment une réussite pour tout le monde. Voilà, il faudrait que les enseignants essaient de se mettre dans la tête que l'enfant qui est venu devant eux doit repartir avec ce qu'on dit de lui donner, un savoir. Les élèves doivent savoir aussi que celui qui est devant vous, qui vous donne le savoir là, c'est pas votre ennemi. Il faut l'écouter calmement pour avoir ce qu'il doit vous donner. Parce que vous êtes l'avenir du Burkina Faso. Si vous n'écoutez pas vos enseignants, vos professeurs, vous ne pourrez rien tirer de ces éducateurs. Il ne faudrait pas utiliser l'incivisme aujourd'hui qui est un phénomène dans le système scolaire là pour faire du n'importe quoi. Vous voyez que si il y a du calme, on travaille correctement. Mais s'il y a le bruit, on ne peut pas travailler. Donc c'est de dire seulement que tout le monde doit mettre main dans la main pour que la rentrée administrative qui est déjà passée le 15 septembre, là, la rentrée pédagogique qui va venir bientôt là, soit une réussite totale pour le Burkina Faso. Bien sûr. Merci à toi, Karen Samba. Et puis, ici, on va souhaiter bonne reprise pour ces élèves-là qui vont reprendre le chemin de l'école. Pour certains, c'est déjà acté, parce que certains ont commencé le 15, même d'autres ont commencé autour du 20, du 25, et puis voilà, officiellement, c'est le 1er octobre. Karen Samba, rendez-vous mardi prochain avec un autre thème. Et je passe le bonjour à tous les enseignants qui nous suivent. Retour sur ce plateau et nous revenons sur la rubrique à la découverte de. Je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons au Cocodonda. La semaine dernière, nous vous avons parlé de l'histoire de ce pays. Cette semaine, nous mettons l'accent sur l'apport économique donc de la commercialisation et de la production du Cocodonda pour le Burkina Faso. Rappelons que ce pain a été labellisé et puis justement, depuis le 13 septembre dernier, le logo de ce label a été dévoilé au public burkinabé et puis bien sûr international à travers une cérémonie. Alors rappelons que le Cocodonda est très prisé aujourd'hui et les Burkinabés le portent avec fierté, ce qui a entraîné une hausse du nombre de pains confectionnés par les fabricants. Ce pain inspire aussi les stylistes et créateurs burkinabés qui habillent des célébrités avec les tenues Cocodonda. Alors aujourd'hui nous allons vous proposer de revenir sur le témoignage d'une dame qui a justement marqué l'histoire de ce Cocodonda. Elle a commencé à fabriquer le pain Cocodonda depuis son jeune âge. Aujourd'hui, elle possède une entreprise de fabrication et de vente donc de Cocodonda. Il s'agit de Madame Minata Sissé. Nous vous proposons d'écouter son témoignage. C'est Madame Sissé, née Fofana Minata. Elle a tenti Cocodonda. J'ai commencé à faire des pains. En ce temps même, je n'étais pas encore mariée. J'étais avec ma grande sœur à Boubou. C'est là-bas que ma grande sœur faisait. Moi aussi, je faisais avec ma grande sœur un peu, jusqu'à ce que je suis mariée. Ah, c'était pas facile en tout cas. Je faisais ça. Et puis je porte, je tourne au marché. Goumen, Padoua, tous les petits marchés là. Je tournais là-bas pour vendre un peu. Ça sort pas comme ça, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à faire un peu. Les gens payent, mais c'était pas comme ça. C'était les vieilles seulement. Les jeunes là, c'était les vieilles qui payaient ça un peu seulement. D'autres payent que c'est couverture, d'autres payent que je vais aller donner au village. Voilà. C'était comme ça. Comment vous avez rencontré Bazem C? Bazem C est venu au grand marché, parce que je suis au grand marché de Ouaha à Rodogo. Il est venu là-bas un jour. Moi-même, je n'étais pas là. C'était ma fille qui était là. Elle a pris 2 pains avec ma fille. Et puis elle a laissé son carte. Que si sa maman vient, je n'ai qu'à l'appeler. Quand je suis venu aussi, ma fille m'a donné. Et puis je l'ai appelé. Il est venu. Et bon, que comme
ça ne marche plus là. Lui veut faire que les gens là puissent rentrer dans ça et puis ça va marcher un peu. Comme il n'y a pas de travail, les gens là sont là. Il dit, ok, comment tu vas faire? Que lui, il est couturier. Il a allé pour une chemise venir me montrer. Et puis elle a pris encore, amené. Bon, un jour, il est venu, on n'a qu'à donner un nom. Elle est venue avec un journaliste. Mais à ce moment, vous l'appelez comment, le père là? On l'appelait Tchetibara, Soromangele, Galafani, Engli. Bon, il y avait le nom beaucoup. Le nom était beaucoup. Et puis il a dit qu'on n'a qu'à changer le nom. Que c'est le nom là. Tchetibara, Soromangele. Si on met le nom là, toujours, que ce sera la même chose, ça ne va pas prendre. Bon, le jour qu'on veut donner le nom, là, il a amené un journaliste. Mais on a pris du temps pour avoir Koko Donda. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Madame. Et voilà, merci vraiment, chers collègues. Vous êtes vraiment une deuxième famille. Merci pour cette oui. Dieu nous a fait grâce d'un nouveau jour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu veux? D'accord, merci à vous d'être passés. Voilà, j'ai terminé. Et puis, certainement se retrouver demain, Inch'Allah, en bonne santé. Et puis voilà, aujourd'hui, 28 septembre, spécial pour nous. Et puis, merci de l'avoir rendu encore spécial avec cette belle surprise. Nous allons couper le gâteau tout à l'heure. Quant à vos cadeaux, nous serons ravis de les accueillir juste après. Merci à vous. Et puis voilà, on doit rendre l'antenne. À demain. Au revoir.